La salle du casino empestait le cigare de luxe et le désespoir, une combinaison à laquelle je m'étais habitué après 6 mois à servir du champagne à des gens qui ne remarqueraient même pas ma disparition. Les verres de cristal tintaient sur mon plateau alors que je me faufilais à travers la foule, mes talons bon marché me pinçant les pieds à chaque pas. Autour de moi, les machines à sous carillonnaient leurs fausses promesses, tandis que des hommes en costume, coûtant plus cher que mon loyer annuel, riaient trop fort, buvaient trop et ne regardaient jamais mon visage. J'étais un fantôme ici, invisible, exactement ce que j'avais besoin d'être. La section des gros joueurs du Vénitien scintillait comme un monde à part, tout de marbre noir et d'accents dorés, là où l'argent réel changeait de main derrière des cordons de velours. Je n'étais pas censé entrer dans cette section. Mais Marcus, le chef de salle, s'était porté pâle, et quelqu'un devait livrer le Dom Pérignon à la table 7. Mes mains tremblaient légèrement, tandis que je maintenais le plateau en équilibre. Pas à cause du poids, mais à cause de cette conscience constante qui me brûlait la nuque. Ce sentiment que je portais depuis 3 mois maintenant. La sensation d'être traqué. Je poussai le lourd rideau séparant les sections, et l'atmosphère changea immédiatement. Plus calme, plus dangereuse. Ici, le tapis était si épais qu'il étouffait tout son. Seules 4 tables occupaient cet espace, chacune entourée d'hommes qui semblaient manger du danger au petit déjeuner. La table 7 se trouvait dans le coin, ombragée et séparée du reste. Je n'ai pas regardé les occupants en m'approchant. J'avais appris depuis longtemps que le contact visuel attirait une attention que je ne pouvais pas me permettre. Mais je sentais leur présence comme un poids physique. 3 hommes, peut-être 4. Le genre d'immobilité qui précède la violence. « Votre champagne, messieurs », murmurai-je, déposant la bouteille avec une efficacité rodée. Ma voix sortit plus ferme que je ne me sentais. C'est alors que je l'ai senti. Du bois de santal et quelque chose de plus sombre, comme de la fumée et des promesses interdites. Différent de l'eau de Cologne entêtante qui saturait le reste du casino. C'était subtil, cher. « Contrôlez, laisse-le !» La voix roula sur moi comme le tonnerre avant la tempête. Profonde, accentée par quelque chose d'européen que je ne parvenais pas à situer. Pas une requête. Un ordre qui exigeait l'obéissance. Je hochai la tête, gardant les yeux baissés, et me tournai pour partir. Attends. Je me figeais. Chaque instinct me criait de courir, mais mes pieds avaient pris racine dans ce tapis moelleux. Regarde-moi. Lentement, contre chaque instinct de survie que je possédais, je levai les yeux. L'homme à la tête de la table n'était pas ce à quoi je m'attendais. Plus jeune que sa voix ne le suggérait. La fin de la trentaine, peut-être, avec des cheveux sombres, ramenés en arrière sur un visage qui semblait avoir été sculpté dans le marbre. Des pommettes saillantes, une mâchoire capable de couper le verre, et des yeux si sombres qu'ils paraissaient noirs dans la pénombre. Il portait un costume 3 pièces qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, à l'époque où j'en avais une, taillé si parfaitement qu'il ressemblait à une seconde peau. Mais ce n'était pas son apparence qui me coupa le souffle. C'était la façon dont tous les autres à table s'étaient figés, comme des proies sentant que l'intérêt d'un prédateur venait de dévier. Il m'étudiait avec l'intensité de quelqu'un cataloguant chaque détail. Mon uniforme délavé, mes chaussures éraflées, la légère ecchymose sur mon poignet que j'avais essayé de couvrir avec du maquillage. Ses yeux noirs ne manquaient rien. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il, son accent s'enroulant autour des mots comme de la fumée. « Emma », chuchotai-je, avant de me maudire immédiatement. « Ne donne jamais ton vrai nom. C'était la règle numéro 1. Un coin de sa bouche se souleva, pas tout à fait un sourire, mais presque. « Emma », il goûta mon nom comme un vin onéreux. « Tu es nouvelle. » Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. 6 mois. Intéressant. Il s'adossa à sa chaise, et je remarquai pour la première fois l'homme debout derrière lui, massif, bâti comme un mur de briques, avec une bosse sous sa veste qui ne pouvait être qu'une arme. « Tu peux disposer, Emma. » On n'eut pas besoin de me le dire 2 fois. Je fis demi-tour et marchai, sans courir, bien que tout en moi en ait eu envie, repassant le rideau.
mon cœur martelant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Le reste de mon service se passa dans un flou total. Je gardais la tête basse, livrais des boissons, ramassais des verres vides et essayais d'oublier ces yeux sombres qui en avaient trop vu. Mais chaque fois que j'entrais dans la salle principale, je sentais ce regard me traquer, même si je ne regardais jamais vers la table 7. À 2 heures du matin, je pointais et me changeais dans le vestiaire des employés, enfilant mon jean et le sweat à capuche trop large qui cachait ma silhouette. Le parking se trouvait 3 étages plus bas, mal éclairé et résonnant de chaque pas. Je serrais mes clés entre mes doigts, la seule arme que je possédais. Mon studio se trouvait à 40 minutes de bus, 40 minutes à regarder par-dessus mon épaule, à sursauter devant les ombres, à prier pour que ce soir ne soit pas le soir où il me trouverait. Je franchis la sortie des employés vers l'air vicié du parking et m'arrêtai net. Un homme était appuyé contre le pilier en béton directement sur mon chemin. Grand, svelte, avec des cheveux clairs et un sourire qui m'avait autrefois fait me sentir en sécurité. Maintenant, il me donnait simplement la nausée. « Salut bébé », dit Derek, se décollant du pilier. « Je t'ai manqué ?» Mon sang se glaça. 3 mois. 3 mois depuis que j'avais fui, que j'avais changé de nom, de coiffure, tout. 3 mois à regarder par-dessus mon épaule. Et il m'avait trouvé. « Derek ?» Ma voix sortit ferme, ce qui me surprit. « Tu dois partir. » Il rit, ce son familier qui me faisait rire aussi autrefois, avant que j'apprenne ce que ses mains pouvaient faire. Ce n'est pas très amical, Emma. Ou devrais-je t'appeler Sarah? Ou était-ce Jessica le mois dernier? Il fit un pas de plus. Tu as été difficile à pister. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, en fait. Je reculai, mais mes épaules heurtèrent la porte que je venais de franchir. Je n'ai pas ton argent. Je ne l'ai jamais eu. Oh, je sais exactement où est mon argent. Un autre pas. Assez proche maintenant pour que je puisse sentir l'odeur du whisky dans son haleine. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là, tu vois? Tu m'as fait honte, bébé. Tu m'as fait passer pour un idiot devant des gens à qui je dois des comptes. Et maintenant, je dois te ramener pour arranger ça. Je n'irai nulle part avec toi. Sa main jaillit, saisissant mon poignet. Celui-là même qu'il avait tordu la dernière fois, le bleu étant encore visible. J'eus un hoquet sous la pression, sous la douleur qui ravivait des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer. Ce n'est pas toi qui décides. Y a-t-il un problème ici? La voix venait de derrière Derek, et il se retourna brusquement, lâchant mon poignet. 3 hommes avaient émergé de l'ombre près d'un SUV Mercedes noir que je n'avais pas remarqué auparavant. Celui qui avait parlé se tenait au centre. L'homme massif de la table 7, celui avec l'arme. Mais à ses côtés se trouvaient 2 autres hommes, tout aussi imposants, tous vêtus de costumes sombres et arborant des expressions promettant la violence. Et derrière eux, s'avançant avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui possède tout ce qu'il contemple, se trouvait l'homme de la table 7. Il avait enlevé sa veste, sa chemise blanche brillant pratiquement dans la lumière tamisée du parking. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras aux muscles saillants et... Je remarquai avec un étrange détachement ce qui ressemblait au bord d'un tatouage. « La dame semble mal à l'aise, » dit-il, ses yeux noirs fixés sur Derek avec l'intensité d'un prédateur choisissant sa proie. Derek se redressa, essayant d'égaler cette assurance et échouant lamentablement. « C'est une conversation privée, l'ami, entre moi et ma petite amie. Je ne suis pas... comment sais-je ?» Mais l'homme de la table 7 leva légèrement une main, me faisant taire sans même me regarder. « Je ne crois pas t'avoir posé de questions, » dit-il à Derek, sa voix douce, dangereusement douce. J'ai fait une observation. La dame semble mal à l'aise. Il fit un pas en avant, juste un seul. Mais Derek trébucha en arrière comme s'il avait été bousculé. « Alors, laisse-moi te demander maintenant, y a-t-il un problème ici ?» La bravade de Derek s'effondra. Je le vis se produire en temps réel, la façon dont il reconnut quelque chose chez cet homme que j'avais seulement pressenti, un danger réel. Pas la violence lâche qui consiste à frapper quelqu'un de plus faible, mais la létalité contrôlée de quelqu'un qui a fait pire
et le referai sans perdre le sommeil. « Pas de problème, marmonna Derek. Je m'en vais, homme intelligent. » Les mots dégoulinaient de mépris. Derek s'enfuit. Il courut littéralement à travers le parking comme si le diable lui-même le poursuivait, et c'était peut-être le cas. Le silence retomba, rompu seulement par le bourdonnement des néons et ma respiration saccadée. L'homme de la table 7 me regarda enfin, et je vis quelque chose vaciller dans ses yeux sombres. Du calcul, de l'intérêt, quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. « Es-tu blessé ?» demanda-t-il. Je secouai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il m'étudia pendant un long moment, puis fit un signe à l'un de ses hommes, qui produisit immédiatement une carte de visite de nulle part. « Mon nom est Dominique Salvatore, » dit-il, réduisant la distance entre nous de 2 pas mesurés, assez proche pour que je puisse sentir à nouveau ce bois de santal, pour voir les éclats d'or dans ses yeux autrement noirs. « Si cet homme t'ennuie encore, tu appelles ce numéro. Compris ?» Je pris la carte avec des doigts tremblants, un papier épais, des lettres en relief. Juste un nom et un numéro de téléphone. Pas de titre, pas de nom d'entreprise. « Merci », chuchotai-je. Quelque chose de dangereux passa sur son visage. De la satisfaction, de la possession. Je ne savais pas dire. « Rentre chez toi, Emma. Mon chauffeur va te suivre pour s'assurer que tu arrives en sécurité. » Ce n'était pas une suggestion. Et juste comme ça, il se tourna et retourna vers la Mercedes, ses hommes se mettant en formation autour de lui, comme une machine bien huilée. Le moteur du SUV vrombit, et je réalisai qu'il y avait un second véhicule derrière lui, une élégante berline noire qui n'était pas là auparavant. Où l'était-elle? Avais-je été si concentré sur Derek que j'avais raté une voiture entière? La portière arrière de la berline s'ouvrit, et un chauffeur en sortit. Un autre homme imposant en costume sombre, désignant la portière ouverte. Mon téléphone vibra dans ma poche, un texte d'un numéro inconnu. « Monte dans la voiture, Emma. Je ne le demanderai pas 2 fois. » Je regardai la Mercedes, ses vitres teintées ne révélant rien. Contre chaque instinct de préservation que j'avais affûté durant 3 mois de fuite, je marchais vers la berline et montais à l'intérieur. La portière se referma derrière moi avec le bruit sourd et solide d'une ingénierie coûteuse, et la voiture commença à bouger, la Mercedes suivant derrière comme une ombre noire. J'avais échappé à un danger ce soir, mais en regardant cette carte de visite dans ma main, avec ce nom gravé à l'encre noire, j'avais le sentiment pesant de m'être jeté directement dans un autre. Le siège en cuir de la berline sentait le neuf, le luxe, rien à voir avec le vinyle craquelé des bus auxquels je m'étais habitué. Je restais rigide contre la portière, regardant les lumières de la ville défiler à travers des vitres si sombres que je me demandais si quelqu'un pouvait voir à l'intérieur ou à l'extérieur. Le chauffeur n'avait pas dit un seul mot. Il naviguait dans les rues avec une efficacité exercée, ses yeux jetant parfois un coup d'œil au rétroviseur, où j'apercevais des reflets de la Mercedes, suivant à une distance précise. Toujours là, toujours aux aguets. Mon immeuble de studio paraissait encore plus pathétique que d'habitude quand nous nous arrêtâmes. Un entrepôt converti dans un quartier où les sirènes servaient de bande-son et où le verre brisé brillait sur les trottoirs comme des diamants mortels. J'avais payé 3 mois d'avance en liquide, sans poser de questions, parce que les endroits comme celui-ci n'en posaient pas. Le chauffeur sortit, ouvrit ma portière avant que je puisse atteindre la poignée. De près, je pouvais voir l'oreillette enroulée contre son crâne, la façon dont sa veste tombait légèrement plus lourde d'un côté. Armé, bien sûr qu'il était armé. « Merci », murmurai-je en descendant sur le trottoir. Il hocha la tête une fois, attendit que j'ai franchi la porte de sécurité de l'immeuble, qui avait cessé de fermer correctement 2 semaines auparavant, puis retourna à la berline. Les 2 véhicules restèrent au ralenti devant l'immeuble alors que je montais les escaliers jusqu'au 3e étage, mes pas résonnant dans la cage d'escalier qui puait la cigarette froide et la défaite. Ce n'est que, lorsque j'eus verrouillé la porte de mon appartement, les 3 verrous plus la chaîne, que j'entendis les moteurs s'éloigner. Je m'appuyai contre la porte, le cœur encore battant,
et regardais la carte de visite serrée dans ma paume moite. Dominique Salvatore. Le nom ne me disait rien, mais son poids semblait significatif. Comme une pierre jetée dans une eau calme, des ondulations se propageant en conséquence que je ne pouvais pas encore voir. Je devrais la jeter. Je devrais oublier que cette nuit a existé. Au lieu de cela, je la glissais dans mon portefeuille, derrière ma fausse carte d'identité et la carte de crédit d'urgence que j'avais juré de ne jamais utiliser. Le sommeil ne vint pas facilement. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Des bruits de pas, des portes qui claquent, le couple d'à côté qui se hurle dessus en espagnol. Mais pire que le bruit était le silence entre deux, rempli des souvenirs de la main de Derek sur mon poignet, de sa voix disant qu'il m'avait trouvé, que je ne pouvais pas me cacher. Et plus sombre encore, le souvenir des yeux de Dominique Salvatore quand il m'avait regardé. Pas de la façon dont les hommes regardent habituellement les femmes, avec luxure ou mépris, ou les deux. C'était différent, calculateur. Comme si j'étais un puzzle qu'il avait l'intention de résoudre, que je veuille être résolu ou non. Quand mon alarme hurla à midi, je travaillais de nuit, dormais de jour. J'avais l'impression d'avoir été percuté par un camion. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain le confirmait. Des ombres violettes sous des yeux injectés de sang. Mes cheveux blonds, teints à partir de leur brun naturel il y a 3 mois, dressés en mèches emmêlées. Je venais de sortir de la douche quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Ma main hésita au-dessus du bouton de refus. Rien de bon ne venait des numéros inconnus, mais quelque chose me poussa à répondre. « Allô ? Madame Emma. » Pas une question. Cette voix accentuée de la nuit dernière, lisse comme un vieux whisky, est 2 fois plus dangereuse. « J'espère que vous êtes bien rentré chez vous. » Mon cœur cogna contre mes côtes. « Monsieur Salvatore. » Oui. Merci pour ça. Et pour hier soir. « Dominique, corrigea-t-il. Monsieur Salvatore, c'était mon père. » Silence. Il attendit avec une intention que je ne comprenais pas. « Je vous appelle pour vous informer que votre ex-petite amie ne sera plus un problème. » La façon dont il le dit me glaça le sang. « Qu'avez-vous fait ? » « Rien de permanent. » Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. « J'ai simplement eu une conversation avec lui sur l'imprudence de vous importuner davantage. » Il a été très réceptif à mes suggestions. Je m'assis lourdement sur mon lit, la serviette serrée autour de moi. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Non, » convint-elle. « Je n'avais pas à le faire. »« Travaillez-vous ce soir ?» Le sujet changea brutalement. « Oui, même service. »« Bien, je vous verrai là-bas. Attendez. » La ligne coupa. Je fixai mon téléphone, une douzaine d'émotions en guerre dans ma poitrine. Du soulagement que Derek me laisse enfin tranquille, de la peur de ce que Dominique avait fait pour s'en assurer. Et sous les deux, un frémissement qui ressemblait dangereusement à de l'anticipation. Le casino semblait différent ce soir-là, ou peut-être était-ce moi. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards vers la section des gros joueurs. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il était là, à me regarder. « Allô, Emma. La terre appelle. » Marcus claqua des doigts devant mon visage. Il s'était remis de sa mystérieuse maladie, l'air suffisant et reposé. « La table 12 a besoin d'être resservie. Tu comptes rester là toute la nuit ?» Je saisis la bouteille de champagne, me forçant à me concentrer. Ce travail était tout ce que j'avais. Je ne pouvais pas me permettre de le perdre parce qu'un homme dangereux avait décidé que j'étais intéressante. Mais à 23 heures, quand je poussais le rideau de velours avec un plateau de boissons pour la table 7, mon souffle se bloqua. Dominique était assis sur la même chaise qu'hier. Mais ce soir, il était seul. Pas de garde du corps visible, bien que je sache qu'il devait être proche. Il ne jouait pas aux cartes, ne faisait rien d'autre que d'être assis là, une main serrée autour d'un verre au liquide ambré, ses yeux noirs fixés sur l'entrée, fixés sur moi. « Votre champagne, monsieur », réussis-je à dire, posant le seau avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. « Je n'ai pas commandé de champagne, Emma. » Il prononça mon nom comme une caresse. « Je vous ai commandé, vous. » Ma tête se redressa brusquement. « Pardon ? » « Asseyez-vous. » Il désigna la chaise vide en face de lui. « Je travaille. » « Plus maintenant. »
J'ai acheté votre temps pour la soirée. Il dut voir la panique sur mon visage car il ajouta, pour parler, rien de plus, à moins que vous n'en vouliez plus. Les 4 derniers mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, électriques et dangereux. Je pourrais perdre mon travail, chuchotai-je. Je possède 40% de ce casino. Vous ne perdrez pas votre travail. Il se pencha en avant, et je sentis à nouveau cette odeur de bois de santal. Assieds-toi, Emma, s'il te plaît. Le « s'il te plaît » me surprit. Les hommes comme lui, les hommes dégageant une telle puissance, ne disaient pas « s'il te plaît ». Je m'assis, perché sur le bord de la chaise, prêt à fuir. De près, je pouvais voir des détails que j'avais ratés la veille. La fine cicatrice coupant son sourcil gauche, la façon dont sa mâchoire se crispait et se relâchait, comme s'il grinçait des dents, le tatouage qui remontait de son col, quelque chose de sombre et d'intriqué qui disparaissait sous sa chemise. « Pourquoi » demandai-je. « Pourquoi quoi ? Pourquoi m'avoir aidé hier soir ? Pourquoi ceci ?» Je fis un geste entre nous deux. « Vous ne me connaissez pas. » Son sourire fut lent, prédateur. « J'en sais plus que vous ne le pensez. Emma Clarke, anciennement Sarah Mitchell, anciennement Jessica Reeves, 26 ans. Pas de famille. A abandonné l'université il y a 3 ans. Fuit depuis 3 mois Derek Patterson, petit criminel avec des dettes envers des gens qui ne pardonnent pas. Une vague de froid me submergea. Comment savez-vous ? C'est mon métier de savoir les choses, surtout sur les gens qui m'intéressent. Il but une gorgée de son verre, sans jamais rompre le contact visuel. Et vous, Emma, vous m'intéressez beaucoup. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû fuir. Mais sous la peur se cachait un frisson étrange, presque malsain. Quelqu'un me voyait vraiment. Pas le fantôme servant des boissons, pas le punching ball que Derek avait fait de moi. Mais moi, que voulez-vous ? Ma voix sortit plus stable que je ne l'aurais cru. Honnêtement ? Il posa son verre, s'adossa à sa chaise avec l'assurance d'un roi sur son trône. Je n'en suis pas encore tout à fait sûr, mais je sais que voir une moins que rien poser ses mains sur vous m'a donné envie de faire des choses qui auraient obligé mes avocats à faire des heures supplémentaires. Ses yeux s'assombrirent. Je n'aime pas ce sentiment. Je préfère le contrôle. Et vous pensez que je suis quoi ? Une distraction ? Peut-être. Il pencha la tête, m'étudiant comme si j'étais un tableau dans un musée. Ou peut-être êtes-vous quelque chose de plus intéressant. Dis-moi, Emma, que fuyais-tu ? Que fuyais-tu vraiment ? La question frappa trop près d'une vérité que j'avais enterrée. Derek. Je vous l'ai dit. Derek Patterson est un lâche qui frappe les femmes et doit de l'argent à l'organisation Volkov. Tu aurais pu régler son cas avec une ordonnance de protection et un bon avocat. Il se pencha à nouveau en avant, et je luttais contre l'envie de reculer. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as fui, changé de nom, de coiffure, de vie entière. Cela suggère que tu fuis quelque chose de bien plus grand qu'un petit ami violent. Ma gorge se serra. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si, tu le vois. Sa voix descendit d'un ton, intime et inéluctable, et finit par me le dire. Mais pas ce soir. Il se leva d'un mouvement fluide, boutonnant sa veste. Ce soir, je vais demander à mon chauffeur de te raccompagner. Et demain, tu vas quitter ce travail. Quoi ? Non, j'ai besoin... Tu as besoin de sécurité, de protection, des choses que je peux fournir. Il sortit son portefeuille, en extraisit une carte de crédit noir et la posa sur la table entre nous. Il n'y a pas de limite. Achète-toi un nouvel appartement dans un meilleur quartier, de nouveaux vêtements, tout ce dont tu as besoin. Je fixai la carte comme si c'était un serpent. Je ne suis pas une prostituée. Son rire fut sincère, surpris. Non, tu ne l'es pas. Tu es quelque chose de bien plus rare. Quelqu'un d'honnête dans une ville bâtie sur des mensonges. Il poussa la carte vers moi. Ce n'est pas un paiement pour service rendu, Emma. C'est un investissement. Dans quoi ? Pour te garder près de moi. Il le dit simplement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Je ne sais pas encore pourquoi, mais j'ai besoin de toi là où je peux te voir, là où je peux te protéger. Je n'ai pas besoin de protection. Derek ne serait pas d'accord. Pas plus que les 3 hommes de main des Volkov qui demandaient après toi au Blue Diamond Club la semaine dernière.
Mon sang se glaça. Les Volkov. Derek devait de l'argent aux Volkov. La mafia russe. Le genre de personne qui ne se contente pas de vous faire mal. Il vous efface. Dominique observa mon visage, vit la peur et hocha la tête avec une satisfaction sombre. Exactement. Tu as donc deux choix, Emma. Tu peux continuer à fuir, à te cacher, et espérer qu'il ne te trouve pas avant que ta chance ne tourne. Il reprit la carte de crédit, me la tendit. Ou tu peux accepter ma protection. Laisse-moi m'occuper des Volkov, de Derek, et de n'importe qui d'autre pensant pouvoir toucher à ce qui m'appartient. Je ne vous appartiens pas. Pas encore. La certitude dans ces deux mots me retourna l'estomac. Mais tu m'appartiendras. J'aurais dû lui jeter la carte à la figure. J'aurais dû lui dire d'aller au diable. Au lieu de cela, je la pris. Son sourire fut un triomphe et une possession enveloppée de satisfaction. Sage fille, mon chauffeur attend en bas. Rentre chez toi, Emma. Emballe tes affaires. Demain, quelqu'un viendra t'aider à trouver un nouvel endroit. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Emma? Ne t'enfuis pas. Je suis bien meilleur chasseur que Derek ne l'a jamais été. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Je restai seul à la table 7 pendant un long moment, la carte de crédit pesant lourd dans ma main, mon cœur martelant un rythme qui ressemblait dangereusement à une reddition. Quand je me levai enfin pour traverser le casino, je sentis ses yeux sur moi tout le long, invisibles mais omniprésents. J'avais échappé à la cage de Derek pour entrer de mon plein gré dans une autre. Mais cette cage, je le réalisais alors que le chauffeur m'ouvrait la portière de la berline, venait avec une protection dont j'avais désespérément besoin. La question était, qu'est-ce que Dominique Salvatore attendrait en retour? Le Penthouse surplombait la ville comme un trône surplombant un royaume. Des baies vitrées révélant une étendue scintillante de lumière qui m'avait autrefois paru magique, avant que j'apprenne quelle obscurité elle pouvait cacher. Celui-ci dispose de 3 chambres, 2 salles de bain et demi, un système de sécurité complet avec des boutons de panique dans chaque pièce, l'agent immobilier, Sophia, la quarantaine, costume de créateur, efficacité froide, désigna l'espace comme si elle présentait un trophée. Monsieur Salvatore a spécifiquement demandé des unités au dernier étage avec accès contrôlé. Je marchais vers la fenêtre, mon reflet fantomatique se découpant sur le paysage urbain nocturne. 4 jours s'étaient écoulés depuis que Dominique m'avait donné cette carte de crédit, 4 jours de changements vertigineux qui me laissaient étourdi et désorienté. Le matin suivant notre conversation, une femme nommée Marie était arrivée à mon studio, élégante, française, avec des yeux qui évaluaient et cataloguaient tout. Elle avait jeté un seul regard sur mes maigres possessions et décrété que nous repartions de zéro. La séance de shopping qui avait suivi avait été surréelle. Des boutiques où l'assistance apparaissait avec champagne et déférence, où les étiquettes de prix n'existaient pas, et tout ce pourquoi j'hésitais, Marie l'achetait tout simplement. « Vous devez avoir l'air à la hauteur du rôle », avait-elle dit de son accent chantant. « Si vous devez être sous la protection de Monsieur Salvatore, vous le représentez. L'apparence compte. » Je n'avais pas demandé quel rôle j'étais censé jouer. Maintenant, debout dans un appartement qui coûtait plus cher par mois que ce que j'avais gagné en 1 an au casino, je me sentais comme une actrice égarée sur le mauvais plateau. « Je le prends », m'entendis-je dire. Le sourire de Sophia fut professionnel, mais entendu. Elle avait déjà vu cela, des jeunes femmes installées dans des appartements luxueux par des hommes puissants. La nature de l'arrangement ne la concernait pas. Seule la commission importait. La paperasse prit 1 heure. Le nom de Dominique n'apparaissait nulle part sur le bail. Tout était géré par une société de gestion immobilière qui possédait apparemment la moitié des immeubles de luxe de la ville. Mais quand Sophia me remit les clés, elle dit « Monsieur Salvatore a demandé que vous l'appeliez une fois installé. » « Bien sûr. » J'emménageais cet après-midi-là, ce qui prit à peine 15 minutes, puisque je ne possédais presque rien. Les meubles avaient été présélectionnés, modernes, chers, impersonnels, comme une chambre d'hôtel conçue par quelqu'un disposant d'un budget illimité et de 0 âme. Au coucher du soleil, je me tenais dans ma nouvelle cuisine, entouré de comptoirs en marbre et d'appareils que je ne savais pas utiliser. Me sentant plus perdu que dans mon studio,
Avec son chauffage cassé et ses taches suspectes, mon téléphone sonna. Numéro inconnu que je reconnaissais maintenant. « Allô, Dominique. Tu as pris l'appartement. » La satisfaction colorait sa voix. « Bien. Comment te sens-tu » ? Comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. C'est le cas. L'ancienne Emma servirait encore des verres en regardant par-dessus son épaule. Cette Emma est en sécurité. Un silence. « As-tu mangé » ? « Non. Mon chauffeur viendra te chercher dans 30 minutes. Nous dînons ensemble. » Ce n'est pas... 30 minutes, Emma. Porte la robe noire que Marie a achetée, celle avec le col haut. Il raccrocha avant que je puisse protester. Je restais planté là, de la colère. Et autre chose, de l'anticipation, de la peur. Je ne pouvais plus les distinguer, en guerre dans ma poitrine. Il était si certain que j'obéirais, si confiant dans son contrôle sur moi. Le plus exaspérant, c'était qu'il avait raison. 29 minutes plus tard, je sortais de mon immeuble dans la robe noire qui m'allait comme si elle avait été faite pour moi. Probablement parce que c'était le cas. La berline attendait au ralenti devant le trottoir, le même chauffeur que d'habitude. J'avais appris qu'il s'appelait Anton, bien qu'il ne parle toujours pas. Le restaurant était le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les films. Intime, exclusif, où une hôtesse salua Anton par son nom et me conduisit à travers une salle à manger à la richesse feutrée vers une salle privée à l'arrière. Dominique se leva quand j'entrais, et je détestais le fait que mon souffle s'arrête. Il portait tout en noir ce soir. Chemise, pantalon. Même sa cravate était en soie noire captant la lueur des bougies. Cela aurait dû lui donner l'air d'assister à des funérailles. Au lieu de cela, il ressemblait au péché personnifié. Emma. Il fit le tour de la table, prit ma main et pressa ses lèvres sur mes articulations dans un geste qui semblait européen et démodé et qui me brûla la peau. « Tu es exquise. Vous êtes très autoritaire, » dis-je en retirant ma main. Son sourire fut sans excuse. « Oui, assieds-toi. » La table était dressée pour deux, des verres de cristal déjà remplis d'un vin si sombre qu'il ressemblait à du sang. Les murs étaient insonorisés. Je pouvais le dire à la qualité du silence, la façon dont le bruit de la salle principale disparaissait complètement dès que la porte se fermait. Nous étions absolument seuls. « Tu te demandes probablement pourquoi je t'ai invité à dîner, » dit Dominique, s'installant dans sa chaise avec une grâce léonine. « Vous voulez dire ordonner de dîner. Sémantique. » Il leva son verre à vin pour un toast moqueur. « Je voulais discuter de ton avenir. »« Mon avenir m'appartient, n'est-ce pas ?» Il but une gorgée, m'observant par-dessus le bord du verre. « Il y a 3 jours, l'organisation Volkov a envoyé 2 hommes dans ton ancien immeuble. Ils ont posé des questions sur une femme blonde, montré ta photo. Enfin, la photo de quand tu étais Sarah Mitchell. Cheveux bruns, style différent, mais reconnaissable. De la glace inonda mes veines. Comment savez-vous ? Parce que j'avais des hommes qui surveillaient l'immeuble. Ils ont intercepté les Volkov, ont eu une conversation sur le territoire et le respect, et l'affaire a été résolue. » Il posa son verre. « Pour l'instant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Volkov ont accepté de cesser de te chercher par faveur personnelle envers moi. Mais les faveurs ont un prix, Emma, et tôt ou tard, ils voudront savoir pourquoi tu comptes pour moi. » Je saisis le bord de la table. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. Non. Tu as demandé de l'aide dans un parking quand ton ex-petite amie t'a trouvé. J'ai fourni cette aide. Tout le reste est une conséquence. Il se pencha en avant, et la lueur des bougies projetait des ombres sur son visage qui le faisaient paraître dangereux, et beau, et tout à fait inhumain. « Dis-moi ce que Derek t'a fait. Il m'a fait mal. Vous avez vu les bleus. Avant cela, dis-moi pourquoi tu as vraiment fui. » Les serveurs arrivèrent avec le premier plat, m'offrant un répit temporaire. Mais les yeux de Dominique ne quittèrent jamais mon visage, patient et implacable comme la marée. Quand nous fûmes à nouveau seuls, je me surpris à parler. Peut-être était-ce le vin. Peut-être était-ce l'épuisement de porter des secrets seul. Peut-être était-ce la façon dont il écoutait. Comme si chaque mot comptait. Comme si je comptais. Derek travaillait pour les Volkov. Des petits boulots. Rien de majeur. Livraison, collecte. Des choses comme ça.
Je poussais la nourriture dans mon assiette, sans la goûter. Il y a 6 mois, il est rentré avec un sac. M'a dit de ne pas y toucher, que c'était pour un boulot. Mais il était défoncé, négligent. Il l'a laissé ouvert sur la table. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De l'argent. Plus que je n'en avais jamais vu. Des centaines de milliers, peut-être plus. Je croisais le regard de Dominique. Et un registre. Des noms, des chiffres, ce qui ressemblait à des itinéraires et des horaires. Je n'en comprenais pas la majeure partie, mais je savais que c'était important. Son expression ne changea pas, mais quelque chose bascula dans l'air entre nous. « Qu'as-tu fait ?» Rien au début, mais Derek a empiré. La drogue, la violence. Une nuit, il m'a battu si fort que j'ai fini aux urgences. Ma voix baissa d'un ton. Le médecin m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit non. Mais quand je suis rentré, l'appartement était sans dessus-dessous. Le sac avait disparu. Et Derek hurlait que je l'avais volé. Que les Volkov nous tueraient tous les deux. L'avais-tu fait? Non, mais ils ne me croyaient pas. Eux non plus. J'avalais avec difficulté. Alors j'ai fui. Changé de nom, d'apparence, tout. J'espérais qu'ils m'oublieraient. Ils n'ont pas oublié. La voix de Dominique était douce, dangereuse. Les Volkov n'oublient un peu pas un demi-million en liquide et un registre contenant les itinéraires de distribution de toutes leurs opérations sur la côte Est. Mon estomac se noua. Un demi-million? Au moins. Et Emma? Il traversa la table avec sa main, saisissant la mienne avant que je ne puisse la retirer. Sa poigne était chaude, ferme, inéluctable. Quelqu'un l'a vraiment volé. L'argent et le registre ont tous deux disparu la nuit de ta visite à l'hôpital. Les Volkov pensent que c'est toi. Derek leur a dit que c'était toi, probablement pour sauver sa peau. Mais ce n'était pas moi. Je te crois. La certitude dans sa voix stabilisa quelque chose en moi, ce qui signifie que quelqu'un d'autre l'a pris. Quelqu'un qui savait où Derek le gardait, qui avait accès à votre appartement. Le cousin de Derek, chuchotai-je. Les pièces s'emboîtaient enfin. Marcus. Il avait une clé. Il était toujours dans les parages. Marcus Patterson. Travaille au Venetian Casino comme chef de salle. Le sourire de Dominique fut tranchant comme une lame. Intéressant. Mon cœur s'arrêta. Le casino où tu travailles depuis 6 mois. Oui. Il relâcha ma main, se rassit. Je m'interrogeais sur cette coïncidence. Maintenant, je suis certain que ce n'en était pas une. La pièce tourna. Il savait que j'étais là. Il savait et il... Quoi? Me surveillait? Plus que de la surveillance. De l'attente. Dominique fit un signe, et l'un de ces hommes apparut de nulle part. Avait-il été là tout le temps? Et lui tendit une tablette. Il la tourna vers moi. Image de sécurité. Le parking. La nuit où Derek m'a trouvé. Regarde l'horodatage. Je m'exécutais. Derek apparaissait à 22h47. Mais à 22h32, je vis Marcus traverser le parking, s'arrêter à la voiture de Derek et avoir une brève conversation à travers la vitre. Il a dit à Derek où te trouver. Je repris mon souffle. Il a aussi dit au Volkov où te trouver. Pour un certain prix, j'imagine. Dominique ferma la tablette. Il a volé l'argent et le registre, t'a fait porter le chapeau et vend des informations sur ta localisation aux personnes mêmes qui te traquent. Un sacré entrepreneur. La rage remplaça la peur, chaude et purificatrice. Ce salaud. Il travaillait avec moi, me souriait, alors qu'il te préparait à payer pour son crime. Dominique se leva, contourna la table jusqu'à être à côté de moi. Les Volkov t'auraient tué, Emma. Lentement, douloureusement. Pour l'exemple. Je levai les yeux vers lui, cet homme dangereux qui s'était inséré dans ma vie, et posai la question qui me brûlait l'esprit depuis des jours. Pourquoi cela vous importe-t-il? Pourquoi m'aider? Il tendit la main, écarta une mèche de cheveux derrière mon oreille, avec une douceur surprenante. Parce que quand je t'ai vu dans ce casino, invisible pour tous les autres, j'ai reconnu quelque chose. Une battante enfouie sous la peur, de la force enveloppée de vulnérabilité. Son pouce traça ma mâchoire, et parce que quand cette ordure a posé ses mains sur toi, j'ai eu envie de le tuer. Ce sentiment, cette rage possessive, je n'avais rien ressenti de tel depuis des années.
Ce n'est pas une raison. C'est de l'obsession. Oui, il ne le nia pas. Mais je suis un homme qui a bâti un empire sur l'obsession. Quand je veux quelque chose, je le prends. Quand je veux protéger quelque chose, rien ne m'arrête. Sa main encadra mon visage. Je veux te protéger, Emma. Je veux détruire tous ceux qui t'ont fait du mal. Et je veux que tu arrêtes de fuir et que tu commences à te battre. Comment? Son sourire fut prédateur, en me laissant apprendre, en me faisant confiance pour m'occuper de Marcus, des Volkov et de n'importe quel autre imbécile assez stupide pour menacer ce qui est à moi. Je ne le suis pas. Tu l'es. Il le dit avec une telle conviction que discuter semblait inutile. Tu es devenue mienne au moment où j'ai décidé que tu l'étais. La seule question est de savoir si tu l'acceptes. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû reconnaître les signaux d'alarme, la possessivité, le contrôle. Mais j'avais passé 3 mois à fuir, 3 mois à être traqué. Et j'étais si fatigué d'avoir peur. Qu'arrive-t-il à Marcus? Demandai-je. Le sourire de Dominique s'élargit. Que veux-tu qu'il lui arrive? La question resta suspendue, pesante d'implications que je comprenais parfaitement. Il m'offrait une vengeance, une justice, de la violence. Je veux qu'il avoue. Je veux que les Volkov sachent la vérité. C'est fait. Il sortit son téléphone, envoya un texte. Mes hommes vont le ramasser ce soir. D'ici demain matin, il aura tout dit aux Volkov. L'argent volé, le registre, tout. Et ensuite? Ensuite, les Volkov s'occuperont de lui à leur manière, ce qui ne sera pas plaisant. Il empocha son téléphone. Mais tu seras blanchi. Libre, libre. Le mot avait un goût de possibilité et de danger à la fois. Il y a un prix, dis-je, pour tout ça. Votre protection. L'appartement. Blanchir mon nom. Qu'attendez-vous de moi? Dominique me mit debout, ses mains sur ma taille, son corps assez proche pour que je sente sa chaleur. Je veux que tu arrêtes de te cacher, arrête de fuir. Je te veux dans mon monde, à mes côtés, là où je peux te voir. En tant que quoi? Votre maîtresse? Votre... En tant que mienne. Il me coupa la parole. Quelle que soit l'évolution. Je n'ai pas toutes les réponses, Emma. Je sais juste que te laisser partir n'est pas une option que je suis prêt à envisager. Son honnêteté était plus terrifiante que n'importe quel mensonge. Ce n'était ni de la séduction, ni de la manipulation. C'était la vérité, brute et sans phare. Et si je dis non? Tu ne le feras pas. Son assurance aurait dû paraître arrogante. Au lieu de cela, elle ressemblait à une certitude née d'une vision que je ne possédais pas encore. Parce que tu es aussi curieuse que moi, à propos de nous, à propos de ce qui arrive quand quelqu'un se bat enfin pour toi au lieu de se battre contre toi. Il avait raison. Dieu me pardonne. Il avait raison. Je levai les yeux vers ses yeux noirs et fis un choix qui ressemblait à un saut du haut d'une falaise. D'accord. Un seul mot. Une seule reddition. Son baiser fut loin de ce que j'avais imaginé. Ni brutal ni exigeant, mais lent, approfondi, revendicateur. Sa main glissa dans mes cheveux, inclinant ma tête alors qu'il me goûtait avec la même intensité focalisée qu'il apportait à tout le reste. Quand il se recula enfin, nous étions tous deux essoufflés. « Mienne » chuchota-t-il contre mes lèvres. Et je ne discutais pas. Les 3 semaines suivantes se brouillèrent comme un rêve dont je ne pouvais pas tout à fait m'éveiller, ou dont je ne voulais pas m'éveiller. Marcus disparut le soir de notre dîner. La version officielle était qu'il avait fui la ville après avoir été surpris à piocher dans la caisse du casino. La version officieuse, murmurée dans les vestiaires et les arrière-salles où circulait la véritable information, était que les Volkov l'avaient tué, qu'ils l'avaient forcé à tout avouer, avant de le faire disparaître d'une manière garantissant qu'il ne serait jamais retrouvé. J'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû perdre le sommeil à cause du rôle que j'avais joué dans son sort. Ce ne fut pas le cas. Le registre et l'argent réapparurent mystérieusement dans un entrepôt Volkov, livré avec une note anonyme détaillant le vol et la tromperie de Marcus. En moins de 48 heures, la traque contre moi prit fin. Le prix sur ma tête s'évapora comme la brume matinale. J'étais libre, sauf que je ne l'étais pas. Pas vraiment. Dominique avait eu raison sur un point. J'avais arrêté de fuir.
mais j'avais troqué une forme de captivité contre une autre. Aussi dorée fut-elle. Il appelait chaque matin à 8 heures, parfois pour demander ce que j'avais pris au petit déjeuner, parfois juste pour entendre ma voix. Son chauffeur venait me chercher 3 soirs par semaine pour des dîners dans des restaurants exclusifs où nous étions toujours installés dans des salons privés, toujours entourés par la présence invisible de sa sécurité. J'apprenais des choses sur lui par fragments, des pièces d'un puzzle qu'il révélait lentement. Il était né en Sicile, arrivé aux États-Unis à 15 ans après le meurtre de son père, avait bâti son empire de rien grâce à une combinaison d'entreprises légitimes, immobilier, boîte de nuit, construction, et des entreprises qu'il ne nommait jamais, mais que je comprenais évoluer dans des zones grises au mieux. Je ne suis pas un homme bon, Emma, avait-il dit un soir autour d'un vin si cher qu'il coûtait probablement plus que mon ancienne voiture. J'ai fait des choses qui vous horrifieraient, fait du mal à des gens qui le méritaient et à certains qui probablement pas. Mais j'ai un code. La famille est sacrée, la loyauté est récompensée, la trahison est punie. Et laquelle suis-je ? Avais-je demandé. Son sourire avait été lent. Possessif, ma famille, que tu l'aies déjà accepté ou non. La façon dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose de précieux et de dangereux à la fois, aurait dû me faire fuir. Au lieu de cela, elle me faisait me rapprocher. Je tombais amoureuse d'un homme qui avait probablement du sang sur les mains, qui me contrôlait avec la même assurance décontractée qu'il contrôlait tout le reste dans son monde, qui s'était inséré dans chaque recoin de ma vie jusqu'à ce que je ne puisse plus me rappeler ce que la liberté signifiait. Et la partie terrifiante, c'est que je n'avais pas envie de m'en souvenir. Le matin où tout a changé commença de façon assez ordinaire. Je me réveillais dans mon penthouse. Notre penthouse, bien que Dominique maintienne sa propre résidence. Une maison de ville dans le quartier historique où il ne m'avait jamais invité. Et je trouvais une boîte de robes sur le pas de ma porte. À l'intérieur se trouvait une robe qui ressemblait à du saphir liquide, avec une note de l'écriture acérée de Dominique. Ce soir, sois prête à 7 heures. Mon téléphone sonna avant que je puisse réaliser. Tu l'as reçu ? Sa voix était chaude, intime, comme s'il était allongé à mes côtés au lieu de là où il se trouvait réellement. La robe ? Oui, elle est magnifique. Quelle est l'occasion ? Un gala, une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants. Très ennuyeux, très nécessaire pour maintenir les apparences. Un silence. Je te veux là-bas, avec moi, publiquement. Mon cœur rata un battement. 3 semaines de dîner privé, d'existence dans l'ombre de son monde. Maintenant, il me voulait dans la lumière. Dominique, je ne... Les gens vont parler, ils vont supposer des choses. Laisse-les supposer. L'acier sous-tendait la chaleur. Je suis fatigué de te cacher, Emma. Je veux que tout le monde te voie à mon bras. Je veux qu'ils sachent que tu es sous ma protection. Vous voulez dire que vous voulez marquer votre territoire ? Oui. Pas d'excuses. Pas de honte. Est-ce un problème ? Cela aurait dû l'être. Mais la possessivité qui m'aurait terrifié avec Derek semblait différente avec Dominique. Il était possessif, oui. Mais il était aussi protecteur, attentif. Il avait mis fin aux menaces sur ma sécurité. M'avait donné une sécurité que je n'avais jamais connue. Et n'avait rien demandé en retour, sauf ma présence. Enfin, presque rien. Nous n'avions pas couché ensemble. Malgré la chaleur qui bouillonnait entre nous, malgré les baisers qui me laissaient à bout de souffle et pleine de désir, Dominique avait maintenu une retenue presque démodée. « Je ne te forcerai pas », avait-il dit, après une rencontre particulièrement intense qui nous avait laissés tous deux pantelants. « Quand tu seras prête, tu me le diras. D'ici là, je peux attendre. » Le contrôle qu'il exerçait sur son désir aurait dû être rassurant. Au lieu de cela, il me donnait encore plus envie de lui. « Non », m'entendis-je dire. « Ce n'est pas un problème. Je serai prête à 7 heures. » Sa satisfaction résonna au téléphone. « Bien. Marie viendra à 16 heures pour t'aider à te préparer, bien sûr. » Le gala se tenait dans la salle de bal de l'hôtel Grandview. Tout n'était que lustre de cristal et colonnes de marbre, où des gens en robes de créateurs et smoking se déplaçaient comme des bancs de poissons exotiques.
La vieille fortune côtoyait la nouvelle, tandis que les serveurs circulaient avec du champagne et des canapés, coûtant plus cher que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Je me sentais comme une imposture dans ma robe saphir, malgré les assurances de Marie que j'étais parfaite. Puis Dominique arriva. Il fendit la foule comme un requin fend l'eau. Les gens s'écartaient instinctivement. Les conversations s'interrompaient. Les yeux suivaient sa progression. Son smoking était taillé à la perfection, ses cheveux coiffés en arrière. Et quand ses yeux me trouvèrent à l'autre bout de la pièce, plus rien d'autre n'existait. « Bellissima », murmura-t-il en m'atteignant, prenant ma main et la portant à ses lèvres. « Tu éclipses chaque femme ici présente. Vous n'êtes pas objectif. » « Je suis honnête. » Il glissa ma main au creux de son bras. « Viens, il y a des gens que tu devrais rencontrer. » L'heure suivante fut une leçon magistrale sur les dynamiques de pouvoir. Dominique m'introduisit auprès d'adjoints au maire, de magnates des affaires, de grandes dames de la société qui souriaient de la bouche, tandis que leurs yeux calculaient ma valeur. À chacun, il me présentait de la même façon. « Voici Emma, elle est avec moi. Simple, direct. » Une déclaration qui n'admettait aucune question. J'observais la réaction des gens. La déférence immédiate. La politesse prudente. La façon dont ils me traitaient, avec un respect qui n'avait rien à voir avec qui j'étais, et tout à voir avec le bras que je tenais. « Ils ont peur de vous ?» chuchotai-je pendant une accalmie. « C'est bien. » La main de Dominique se posa au bas de mon dos, possessive et chaude. La peur engendre le respect. Le respect assure la coopération. C'est une façon solitaire de vivre. Ses yeux trouvèrent les miens, quelque chose de vulnérable vacillant dans leur profondeur. Ça l'était. Avant toi, avant que je puisse répondre, une voix de femme coupa la foule comme une lame. « Dominique, quel imprévu de te voir ici. » Nous nous retournâmes. La femme qui s'approchait était éblouissante, grande, élancée, avec des cheveux de jais, et des traits si parfaits qu'ils semblaient sculptés. Sa robe rouge épousait ses courbes comme le péché, et elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Mais ce fut la façon dont tout le corps de Dominique se crispa qui me retourna l'estomac. « Isabella, sa voix était de glace. Je te croyais à Milan. J'y étais. Les affaires m'ont ramené. Ses yeux glissèrent vers moi, m'évaluant et me congédiant d'un seul regard. « Qui est ta petite amie ?» La condescendance dans « petite » me fit serrer les dents. « Emma Clark », dis-je, avant que Dominique puisse répondre. « Et vous êtes ?» Son sourire fut serpentin. « Isabella Rousseau, la fiancée de Dominique. » Le monde bascula. « Ex-fiancée », corrigea Dominique, sa voix dangereusement douce. « Nous ne sommes plus fiancés depuis 2 ans, Isabella. Ne t'affiche pas. Des détails. » Elle agita une main manucurée. « Nos familles sont alliées depuis des générations, chérie. Une séparation temporaire ne change rien à cela. » Ses yeux revinrent vers moi, s'aiguisant. « Quoique, je vois que tu t'es amusé avec. » « Quoi exactement ? Une serveuse de bar ? Comme c'est charmant et démocratique de ta part. » La chaleur me monta au visage. Elle s'était renseignée. Bien sûr. La main de Dominique se serra sur ma taille. « Surveille ton ton, Isabella. Emma est sous ma protection. Lui manquer de respect, c'est me manquer de respect. Ta protection. » Isabella rit. Le son était cassant. « C'est comme ça que tu appelles ça ? Combien de temps avant qu'elle ne rejoigne la parade des autres qui ont chauffé ton lit avant d'être jeté. Ça suffit. » La voix de Dominique aurait pu couper le verre, mais le mal était fait. La graine du doute avait été plantée, et à voir la satisfaction dans les yeux d'Isabella, elle le savait. « Excusez-moi, » murmurai-je, me dégageant de la prise de Dominique. « J'ai besoin d'air. Emma. » Je n'attendis pas d'entendre la suite. Je traversai la foule aveuglément, poussant les porte-fenêtres vers une terrasse surplombant la ville. L'air frais de la nuit frappa ma peau brûlante comme une gifle. Combien d'autres? Les mots d'Isabella résonnaient. Combien de temps avant d'être jeté? J'avais été si concentré sur la fuite de mon passé que je n'avais pas pris le temps de questionner celui de Dominique. Je n'avais pas demandé après la parade de femmes qui avait dû exister avant moi. Les hommes qui lui ressemblaient, qui maniaient le pouvoir comme lui, ne restèrent pas seuls. Elle ment.
Je sursautais. Dominique m'avait suivi, silencieux comme une ombre. Est-ce le cas? Je me tournai vers lui. Y en a-t-il eu d'autres? Oui, il ne mentit pas. J'appréciais cela, même si ça faisait mal. J'ai 38 ans, Emma. Bien sûr qu'il y en a eu d'autres, mais aucune n'était toi. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse qui compte. Il se rapprocha, et je tins bon. Isabella et moi étions fiancés il y a 3 ans. Un arrangement entre familles est censé renforcer les alliances. J'y ai mis fin parce que je ne pouvais pas supporter l'idée d'épouser quelqu'un que je n'aimais pas, et qui ne m'aimait pas. Elle était restée amère depuis. Et les autres? La parade qu'elle a mentionnée. Sa mâchoire se crispa. Des transactions brèves, insignifiantes, déguisées en relations. Il tendit la main vers moi, et cette fois, je ne me dégageai pas. Tu n'es pas une transaction, Emma. Tu n'es pas une distraction ou un amusement. Tu es... Quoi? Défiai-je. Que suis-je pour vous, Dominique? Vraiment? Parce qu'il y a 3 semaines, je n'étais personne. Une serveuse fuyant son passé. Maintenant, je suis dans un penthouse, portant des robes de créateur, paradé devant la haute société comme quelqu'un qui a sa place ici. Il m'interrompit. Comme quelqu'un qui a sa place avec moi. Pourquoi? La question explosa. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe qui. Des femmes comme Isabella, qui comprennent votre monde, qui viennent de votre monde. Pourquoi choisir une serveuse brisée rencontrée par hasard? Ce n'était pas le hasard. Ses mains encadrèrent mon visage, me forçant à croiser son regard. Je t'ai vu 3 mois avant cette nuit sur le parking. Tu servais des verres dans la salle principale du casino, et quelqu'un a renversé du champagne sur toi. Le client était ivre, agressif. Mais tu as géré ça avec grâce. Tu as souri même si je voyais que ça te tuait à l'intérieur. Et j'ai pensé, voilà quelqu'un qui a été terrassé mais qui refuse de rester à terre. Mon souffle s'arrêta. 3 mois, je t'ai fait transférer à la section des gros joueurs. Je me suis assuré que tu travaillais les soirs où je venais. Je t'ai observé. Un fantôme de sourire. Je sais que ça sonne obsessionnel. Ça l'est. Mais dès ce premier instant, j'ai su que je te voulais, que je voulais te connaître, que je voulais retirer chaque fardeau de tes épaules pour les porter moi-même. C'est de la folie. Oui, dit-il simplement, sincèrement. Je suis obsédé par toi, Emma, possessif, probablement de façon malsaine. Mais je suis honnête là-dessus. Je ne vais pas mentir et dire que ce que je ressens est raisonnable ou normal. Ça ne l'est pas. C'est dévorant. Son honnêteté balaya mes défenses. Comment argumenter avec quelqu'un qui admettait son obsession si ouvertement? Isabella a raison sur un point, chuchotai-je. Je n'appartiens pas à votre monde. Alors je changerai mon monde. Il le dit avec une telle conviction que j'y crus presque. Je me moque de l'approbation de la société ou des attentes de ma famille. Je ne me soucie que de toi. Rien que de toi, Dominique. Dis-moi que tu ne le ressens pas aussi, son front pressé contre le mien. Dis-moi que ces 3 semaines n'ont rien signifié, que tu ne penses pas à moi chaque matin quand j'appelle, chaque soir quand mon chauffeur te ramène. Dis-moi que tu n'en as pas envie autant que moi. Je ne pouvais pas, parce que ce serait un mensonge. Je suis terrifié, admis-je, par vous, par tout ça. Par l'intensité de mon désir pour quelque chose qui semble trop beau pour être vrai. C'est vrai, ses lèvres effleurèrent les miennes, légères comme une plume. Je suis réel. Ceci est réel. Et je ne vais nulle part. Le baiser qui suivit fut différent des autres. Plus profond, plus désespéré, plein de promesses et de possessions. Quand nous nous séparâmes enfin, nous tremblions tous les deux. « Emmène-moi chez toi », chuchotai-je. Ses yeux s'assombrirent de compréhension. « Emma, pas pour parler, pas pour être prudent. » Je soutins son regard fermement. « Emmène-moi chez toi, Dominique. J'ai fini de fuir. Mon passé, tout ça, vous. » Pendant un instant, il se contenta de me regarder. Puis il sortit son téléphone, envoya un texte et prit ma main. Nous ne parlâmes pas pendant le trajet vers notre penthouse. Pas besoin. L'air entre nous crépitait d'électricité. 3 semaines de désir contenu recevaient enfin la permission de s'enflammer. Dans l'ascenseur, il me plaqua contre la paroi, m'embrassant avec une faim qui me rendit les jambes molles.
Le temps d'atteindre mon étage, mon rouge à lèvres était étalé et son contrôle ne tenait plus qu'à un fil. La porte de l'appartement se referma derrière nous. Et alors, il n'y eut plus que lui. Ses mains, sa bouche, son corps contre le mien. Nous nous débarrassâmes de nos vêtements comme d'une armure, laissant une trace de l'entrée jusqu'à la chambre. Quand il m'allongea sur le lit, ses yeux parcoururent mon corps avec une telle révérence que je me sentis belle pour la première fois de ma vie. « Mienne », chuchota-t-il, et je ne discutais pas. « À vous », acquiesçai-je. Et alors il n'y eut plus de mots, seulement des sensations, une connexion. Deux êtres brisés trouvant leur plénitude l'un dans l'autre. Plus tard, enveloppé dans les draps contre lui, je traçai le tatouage sur son torse, un phénix renaissant de ses cendres. « Renaissance », murmura-t-il d'une voix ensommeillée. « Après la mort de mon père, après mon arrivée ici. Un rappel que nous pouvons renaître de nos cendres. » Je pressai un baiser sur le dessin complexe. Nous renaissons tous les deux alors. Ses bras se serrèrent autour de moi, ensemble, pour la première fois depuis 3 mois. Peut-être plus longtemps. Je me sentais en sécurité, vraiment en sécurité. J'aurais dû savoir que ça ne durerait pas. Je me réveillais sous le soleil filtrant à travers les baies vitrées et le poids inhabituel d'un bras drapé sur ma taille. Pendant un instant, désorienté, j'oubliais où j'étais. Puis, la mémoire revint en force. Hier soir, Dominique, tout. Et la chaleur me monta au visage. Je me tournai prudemment, ne voulant pas le réveiller, et me retrouvai à fixer un visage endormi qui paraissait plus jeune au repos. Les traits durs s'étaient adoucis. La vigilance constante avait disparu. Il semblait presque paisible. Mon téléphone vibra sur la table de nuit. Je le saisis lentement, vis le nom de Marie. « Bonjour. Monsieur Salvatore m'a demandé de vous informer qu'il a libéré votre emploi du temps pour la semaine. Profitez de votre temps ensemble. » Monsieur. Je fixais le texte, libérer mon emploi du temps. Comme si j'en avais un. Comme si ma vie entière n'était pas actuellement enroulée autour de l'homme dormant à mes côtés. Arrête de réfléchir si fort. La voix de Dominique était rauque de sommeil, ses yeux encore fermés. Je peux entendre ton anxiété d'ici. Je n'ai pas d'anxiété. Tu es réveillé depuis 3 minutes et tu as déjà vérifié ton téléphone 2 fois. Un œil sombre s'entr'ouvrit, me clouant sur place. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Je traite l'information. Tu regrettes? La question sortit prudemment, comme s'il se préparait à un impact. Non. La vérité me surprit. Je ne regrette pas hier soir, mais Dominique, nous devons parler de... Mon téléphone sonna. Numéro inconnu, mais avec un indicatif local. Tout le comportement de Dominique changea. La somnolence s'évanouit, remplacée par une alerte acérée. Ne réponds pas. Mais quelque chose me poussa à décrocher quand même. Allô? Une respiration lourde, puis une voix que j'espérais ne plus jamais entendre. Emma? Ou devrais-je dire Sarah? Ou Jessica? Le rire de Derek était dément. Tu te croyais si maligne, n'est-ce pas? Te cachant derrière ton petit ami mafieux? Mais devine quoi, bébé? Je sais où tu es, et je viens te chercher. Mon sang se glaça. Derek, tu as ruiné ma vie. Tu as fait tuer Marcus. Tu m'as tout coûté. Et maintenant tu joues à la petite famille avec ce putain de Dominique Salvatore. Sa voix monta en un cri. Tu es à moi, Emma. À moi. Et si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. La ligne coupa. Je restais figé. Le téléphone encore pressé contre l'oreille. Les mots de Derek résonnèrent dans ma tête. Dominique était déjà en mouvement. Sorti du lit, enfilant son pantalon. Son téléphone à l'oreille. Anton. Derek Patterson. Trouvez-le. Maintenant, il écouta, son visage s'assombrissant. Comment ça? Il a quitté la ville. Qui a autorisé? Un silence. Je me moque de ce que les Volkov ont dit. Il vient de menacer Emma. Je veux qu'il soit trouvé dans l'heure où des têtes tomberont. Il mit fin à l'appel. Se tourna vers moi. Habille-toi, nous partons. Dominique. Quoi? Maintenant, Emma. L'ordre imprégnait chaque mot. Derek s'est échappé de la garde des Volkov il y a 3 jours. Ils ne me l'ont pas dit car ils pensaient qu'il fuirait sans jamais revenir. Manifestement, ils se sont trompés. La peur se cristallisa en colère. 3 jours? Il est libre depuis 3 jours,
et personne n'a pensé à le mentionner. Ils répondront de cet oubli. La promesse dans sa voix était mortelle. Mais pour l'instant, ma priorité est ta sécurité. Fais un sac, l'essentiel seulement. Nous allons quelque part de sûr. 20 minutes plus tard, nous étions dans le véhicule personnel de Dominique. Pas la berline, mais un Range Rover noir avec des vitres par balles et un blindage que je sentais au poids des portières. Anton conduisait tandis qu'un autre garde que je ne reconnaissais pas siégeait à l'avant, les deux hommes hérissés d'armes qu'ils ne cherchaient pas à cacher. « Où allons-nous » demandai-je alors que la ville défilait. « Chez moi, la maison de ville. » La main de Dominique trouva la mienne, la serra. « C'est une forteresse. Derek n'approchera pas à moins d'un pâté de maison. Vous aviez dit que vous vous en occuperiez. Vous aviez dit « Je le ferai ». Sa voix était de la glace sur de la fureur. Les Volkov ont merdé. Ils l'ont laissé s'échapper. Ne m'ont pas informé. Cette rupture de notre accord aura des conséquences. Mais d'abord, j'ai besoin que tu sois en sécurité. La maison de ville était dans le quartier historique, un bâtiment de 4 étages élégant et discret de l'extérieur. Mais en approchant, je remarquai les caméras, les grilles renforcées, la façon dont le bâtiment voisin semblait abriter des hommes observant notre arrivée avec un intérêt professionnel. L'intérieur était un autre monde, une élégance d'ancien monde mêlée à une sécurité moderne, des sols de marbre, des meubles anciens et des œuvres d'art qui auraient dû être dans des musées, mais aussi des portes en acier, des pièces de sûreté et une technologie surveillant chaque entrée. « La chambre principale est au 3e étage, » dit Dominique, me guidant à l'étage. « Tu resteras là. Ne quitte pas ce bâtiment sans moi ou un minimum de 3 gardes. Compris ? Dominique, c'est de la folie. Derek est un ex-petit ami instable, pas une armée. Derek est un homme instable qui n'a rien à perdre et qui a une vendetta contre toi. Il encadra mon visage, me força à le regarder dans les yeux. J'ai vu ce que font les hommes désespérés, Emma. Je ne te risquerai pas, jamais. La peur dans ses yeux, une peur réelle, peut-être la première fois que je la voyais, fit taire mes protestations. Le reste de la journée se passa dans une attente tendue. Dominique passait des appels dans son bureau. Je pouvais entendre sa voix monter, la furie à peine contenue alors qu'il s'en prenait aux Volkov pour leur incompétence. Des gardes allaient et venaient, faisant des rapports à voix basse. Le soir venu, il n'y avait toujours aucune trace de Derek. « Il joue avec nous », dis-je de là où j'étais blotti sur le canapé en cuir de Dominique, regardant le soleil se coucher sur la ville. Il nous fait attendre. Il me fait peur. Il réussit. Dominique se versa un scotch, son 3e en 1 heure, mais sa fenêtre se referme. Chaque heure qui passe, plus d'hommes à moi inondent les rues. Chaque contact que j'ai le cherche. Il ne peut pas se cacher éternellement. À moins qu'il ne veuille pas se cacher, la pensée se cristallisa alors que je la formulais. À moins qu'il ne veuille être trouvé, qu'il veuille la confrontation. Dominique se figea. « Que suggères-tu » ? Je suggère d'arrêter de l'attendre. Faisons-le sortir. Utilisez-moi comme appât. Absolument pas. Dominique. Non. Il posa son verre si brusquement que je sursautai. Je ne t'utiliserai pas comme appât. Je ne te mettrai pas en danger. C'est final. Je suis déjà en danger. Je me levai, la colère prenant le dessus sur la peur. Il sait où j'habite. Il a mon numéro. Il est dehors quelque part, à observer, à planifier. Au moins de cette façon, nous contrôlons quand et où. Et si quelque chose tourne mal? S'il t'atteint avant que mes hommes ne l'arrêtent. Dominique vint vers moi, saisit mes épaules. Je ne peux pas. Je ne te perdrai pas. L'émotion brute dans sa voix me serra la poitrine. Tu ne me perdras pas. Mais nous ne pouvons pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre comme ça. Me cacher, attendre, être constamment dans la peur. Je n'ai pas échappé à Derek pour le laisser contrôler ma vie depuis les ombres. Nous nous fixâmes, volonté s'affrontant. Finalement, Dominique exhala bruyamment. Si nous faisons ça, et je dis bien « eh si », c'est selon mes termes, ma localisation. Mes hommes t'entourant en permanence. Et au premier signe de danger, tu cours. Tu n'essaies pas d'être courageuse. Tu n'essaies pas de te battre. Tu cours et tu laisses mes hommes gérer ça. D'accord.
Il étudia mon visage, cherchant un doute. N'en trouvant aucun, il sortit son téléphone. Anton. Organise une rencontre. Demain soir. L'entrepôt sur la 5e. Et trouve-moi 20 hommes. Non. 30. Je veux que tout le pâté de maison soit bouclé. Les 24 heures suivantes s'écoulèrent lentement. Dominique briefa ses hommes, planifia des routes de sortie, passa en revue les imprévus jusqu'à ce que ma tête tourne. Le soir venu, j'étais si tendu que je pensais pouvoir craquer. Marie avait apporté des vêtements. Une robe simple, des chaussures plates pour pouvoir courir si besoin. Pas de bijoux. Rien qui puisse être saisi ou utilisé contre moi. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Dominique pour la 100e fois, alors que nous roulions vers le quartier des entrepôts. Si, je le dois. L'entrepôt était exactement ce à quoi je m'attendais. Abandonné, industriel, entouré de bâtiments vides, offrant des lignes de mire parfaites pour les hommes de Dominique. Je pouvais les voir positionnés sur les toits, dans les embrasures de portes. Partout. Une armée, juste pour moi. Nous attendîmes au centre du rez-de-chaussée, entouré de béton et d'ombre. Dominique restait proche, sa main au bas de mon dos, irradiant une tension à peine contenue. Mon téléphone sonna à 21h pile. « Je suis là », dit Derek. « Seul, comme tu l'as demandé. Maintenant, sors. Juste toi. Non. » Dominique prit le téléphone de ma main. Elle reste avec moi. « Tu veux parler ? Entre. Nous garantissons ta sécurité le temps d'entendre ce que tu as à dire. Tu me crois assez stupide pour marcher dans ton piège. Je te crois assez désespéré. » La voix de Dominique était froide. « Et je pense que tu sais que c'est ta seule chance de dire ce que tu as à dire avant que mes hommes ne t'enterrent. » Silence. Puis, 5 minutes. Juste elle et moi. Ensuite, je partirai. Et tu n'entendras plus jamais parler de moi. 3 minutes. Elle reste en vue à tout moment. Mes hommes ne baissent pas leurs armes. Très bien. La ligne coupa. Dominique me regarda. Et je vis la guerre qui faisait rage derrière ses yeux. Le désir de me protéger luttant avec le besoin d'en finir. Souviens-toi. 3 minutes. Ensuite, tu t'éloignes. Peu importe ce qu'il dit. Je hochai la tête, ma bouche trop sèche pour les mots. La porte de l'entrepôt grinça. Derek entra, et je le reconnus à peine. Émacié, crasseux, avec des yeux sauvages et un désespoir qui émanait de lui par vagues. Dans sa main, il portait quelque chose de petit. Mon souffle se bloqua. Une arme. Instantanément, des points laser rouges criblèrent de sa poitrine. 30 armes braquées sur lui de 30 angles différents. « Lâche ça », ordonna Dominique, pas avant d'avoir dit ce que je suis venu dire. La main de Derek tremblait, mais l'arme resta levée, pas pointée sur moi, pas encore. Mais la menace était claire. Tu as tout ruiné, Emma, tout ce que j'avais, tout ce que je bâtissais. Et pourquoi ? Pour jouer à la maison avec cette merde. Tu as ruiné ta propre vie, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Tu as volé les Volkov, tu m'as battu, tu m'as fait peur d'exister. Ça, ce sont les conséquences. Les conséquences. Il rit. Le son était dément. Tu veux parler de conséquences ? Marcus est mort à cause de toi. Les Volkov me tractent à cause de toi. Tout mon monde a brûlé parce que tu n'as pas su fermer ta bouche. Je ne l'ai jamais fait. Je t'aimais. Le cri résonna dans l'entrepôt. Je t'ai tout donné. Et tu as tout jeté pour lui. Pour l'argent, pour... Tu m'as donné des bleus. Je l'interrompis. Tu m'as donné des cauchemars. Tu m'as donné des raisons de fuir. Ce n'est pas de l'amour, Derek. C'est de la possession. Et j'ai fini d'être possédé par toi. Quelque chose changea dans son expression. La rage cédant la place à quelque chose de plus froid, de plus résigné. Alors je suppose que nous en avons tous les deux fini. L'arme bougea, pas vers moi, vers Dominique. Tout arriva d'un coup. Dominique me poussa derrière lui. Des coups de feu éclatèrent. Pas de Derek, mais de l'ombre. Des hommes de Dominique. Le corps de Derek tressaillit 1 fois. 2 fois. 3 fois, alors que les balles trouvèrent leur cible. Il tomba. L'entrepôt tomba dans le silence, à part le bourdonnement dans mes oreilles. Dominique se tourna, me saisit, m'examina avec des mains frénétiques. « Es-tu blessé, Emma ? Es-tu... Je vais bien. » Les mots sortirent engourdis. « Est-il... mort ?» Dominique me tira contre son torse, son cœur martelant sous mon oreille. « C'est fini. Il est parti. Tu es en sécurité.
J'aurais dû ressentir du soulagement. J'aurais dû ressentir autre chose que cet étrange vide qui m'emplissait. Derek était mort, la menace avait disparu, j'étais libre. Alors pourquoi avais-je l'impression de n'avoir fait que troquer une cage contre une autre? 3 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de la maison de ville, le soleil filtrant à travers les fenêtres qui donnaient sur un jardin privé. Et j'écoutais Dominique se disputer avec quelqu'un au téléphone dans un italien rapide, sa mère, à en juger par les sons, quelque chose à propos de me rencontrer, de bienséance, de quand il prévoyait de rendre les choses officielles. 3 mois depuis la mort de Derek, 3 mois à vivre dans la maison de Dominique, dans son monde, dans son ombre, 3 mois de sécurité et de protection. Et un amour si intense qu'il donnait parfois l'impression de se noyer. Mais aussi, 3 mois à apprendre qui il était vraiment. Pas seulement l'homme dangereux qui m'avait sauvé, mais l'homme qui se réveillait avec des cauchemars dont il ne voulait pas parler, qui portait le poids d'un empire sur ses épaules, et ne laissait jamais personne le voir faiblir, qui aimait avec la même intensité qu'il mettait dans tout le reste, complètement, possessivement, sans réserve. Les Volkov s'étaient excusés pour l'évasion de Derek, avaient offert une compensation que Dominique avait refusée. « Gardez votre argent », leur avait-il dit. « Souvenez-vous juste qu'Emma Clark est intouchable, pour toujours. » Ils avaient accepté. Ils n'avaient pas eu le choix. Isabella était retournée à Milan, mais pas avant une ultime visite où elle m'avait regardé avec quelque chose qui ressemblait peut-être à du respect. « Tu es plus forte que je ne le pensais », avait-elle dit. « Peut-être que tu peux le gérer après tout. » Je n'étais toujours pas sûr de le pouvoir, mais j'essayais. « Maman, oui, elle est merveilleuse », disait Dominique maintenant, passant à l'anglais. « Oui, je suis sérieux. » Non, je ne précipite rien. Il fit une pause, écouta, puis rit. « Très bien. Noël. Tu pourras la rencontrer à Noël. Ti amo. » Il mit fin à l'appel. Se tourna pour me trouver l'observant depuis le pas de la porte. « Ta mère veut me rencontrer. Ma mère veut savoir quand je vais faire de toi une femme respectable. » Il vint vers moi, me prit dans ses bras. Je lui ai dit que nous prenions notre temps, que nous avons tous les deux gagné le droit de comprendre ça à notre propre rythme. Et qu'a-t-elle dit? Que je suis un idiot si je te laisse partir. Il m'embrassa le front. Elle n'a pas tort. Je levai les yeux vers lui. Cet homme compliqué, dangereux, dévoué qui avait bouleversé ma vie. Je ne vais nulle part. Promis? Promis. Et je le pensais. Les cauchemars revenaient encore parfois. Le visage de Derek, larmes, le son des coups de feu. Mais maintenant, quand je me réveillais en sursaut, Dominique était là, solide et réel, m'ancrant dans le présent. J'avais arrêté de fuir, arrêté de me cacher. J'avais un nouveau nom maintenant. Pas Emma Clark, ni Sarah Mitchell, juste Emma Salvatore dans les chuchotements qui nous suivaient dans la haute société. Nous n'étions pas mariés, pas même fiancés. Mais de toutes les façons qui comptaient, j'étais sienne et il était mien. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, relevant mon menton pour croiser mes yeux. Qu'il y a 3 mois, j'étais une serveuse traquée par son ex-petite amie et la mafia russe. Et maintenant, je suis dans une maison de ville à plusieurs millions, embrassée par un homme qui a littéralement tué pour moi. Changerais-tu cela? La question était sérieuse, vulnérable. Si tu pouvais revenir en arrière en sachant tout, changerais-tu cela? J'y réfléchis. Vraiment. À la peur, à la violence, à la façon dont Dominique s'était inséré dans ma vie avec la subtilité d'un ouragan, au contrôle qu'il exerçait, à sa possessivité, à la façon dont il m'avait faite sienne sans demander la permission. Je pensais à qui j'avais été, brisée, fugitive, effrayée d'exister, et à qui j'étais maintenant, plus forte, protégée, aimée avec une intensité qui me coupait encore le souffle. Non, dis-je enfin, je ne changerai rien. Son sourire fut brillant. Gamin, tout l'opposé de sa réputation dangereuse. Bien, parce que j'ai quelque chose pour toi. Il sortit une petite boîte de sa poche. Pas un écrin à bague. Plus long, plus plat. À l'intérieur se trouvait une clé, en platine, gravée de mots en italien. « Qu'est-ce que ça dit » demandai-je. « La mia casa et la tua casa. Ma maison est ta maison. » Il prit la clé, la pressa dans ma paume. « Ce n'est pas une demande en mariage, Emma.
Je ne te presserai pas vers quelque chose pour lequel tu n'es pas prête, mais c'est une promesse. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est à toi, aussi longtemps que tu le voudras. Tes larmes me piquèrent les yeux. Dominique, tu m'as sauvé aussi, tu sais. Sa voix était rauque. Je ne faisais que suivre le mouvement, bâtissant un empire sans personne avec qui le partager. Puis je t'ai vu, invisible pour tout le monde, mais brillant comme une putain d'étoile pour moi. Et j'ai su que tu allais tout changer. Je n'ai rien fait. Tu as existé, dit-il simplement. Tu as survécu. Tu t'es battu quand tu avais toutes les raisons de renoncer. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Emma, et je suis honoré que tu aies choisi d'arrêter de fuir avec moi. Je me dressai sur la pointe des pieds, l'embrassai avec tout ce que j'avais. Gratitude, amour, promesse. Quand nous nous séparâmes, nous sourions tous les deux. Alors, dis-je, caressant la clé, est-ce que ça veut dire que je peux enfin réorganiser tes meubles atroces? Son rire résonna dans la cuisine, chaud et vivant. Tu peux tout brûler si tu veux, tant que tu restes. Marché conclu. Nous restâmes là dans la lumière du soleil, deux êtres brisés qui avaient retrouvé leur plénitude l'un dans l'autre. Et je réalisais quelque chose. La liberté n'était pas une question de fuite. Il ne s'agissait pas de se cacher, de changer de nom ou de rester invisible. La liberté consistait à choisir à qui on se donnait, à qui on confiait ses cicatrices, ses secrets et son cœur. J'avais choisi Dominique, et aussi terrifiant, compliqué, possessif qu'il fût, il m'avait choisi en retour. C'était suffisant, c'était tout. Dehors, la ville s'étalait, pleine de dangers, de possibilités et d'ombres qui n'avaient plus de pouvoir sur moi, parce que je ne fuyais plus. J'étais chez moi,